Chapitre 16. Avertissement avec frais. Ai-je écrit, ou non, que je ne parlerai pas, ou très peu, de cette séparation de fait qui m'a accablé. Je dirais donc seulement que j'ai lutté, comme l'oncle Horace l'avait fait, mais il existait une différence entre nous. Lui pouvait compter sur sa famille, pas moi. En but à l'hostilité de mes proches, je me suis trouvé dans la solitude la plus complète et j'ai failli y laisser ma raison et ma santé. Élisabeth était indépendante de tempérament et supportait mal les conditions matérielles difficiles que nous traversions. Sa famille l'encourageait à y échapper. En face de cette coalition, je ne faisais pas le poids. S'il m'arrive parfois de m'interroger, c'est peu fréquent, sur les raisons pour lesquelles j'ai lutté pied à pied, mon analyse aboutit à ceci. Ce fut par respect de la tradition chrétienne. On ne divorce pas. Et aussi parce que j'aimais cette fragile famille. Quoi de plus naturel? Cela ne vaut-il pas la peine de se battre? Serait-ce même pour une cause paraissant perdue d'avance, si celle-ci est belle? J'ai trouvé encore d'autres raisons de continuer la lutte. J'en parlerai à l'heure qui conviendra. Mais pour le moment, je tairai tout. Le passé n'est pas fait pour être ressassé, mais pour être dépassé. Rien n'empêche, cependant, d'imaginer les épreuves morales, les insinuations, la dérision, l'hypocrisie, la tromperie, les coups bas, la calomnie, et j'en nommais. Même en laissant la bride sur le coup à l'imagination, vous serez en dessous de la réalité. L'ensemble est comme un brouillard maléfique. Il se comporte comme la toile de fond d'une scène de théâtre où l'on jouerait une pièce qui aurait tout pour être un drame, mais qui pourrait, par lassitude des acteurs, évoluer vers des perspectives plus paisibles. J'en ai dit suffisamment, je crois, pour que l'on puisse lire entre mes lignes. Entre les frais que continuait d'occasionner la construction de ma maison et les autres frais, par exemple les ouvriers qui touchaient leur paie chaque fin de semaine, les marailleurs qui réclamaient leur dû à la quinzaine, les autres créanciers, vendeurs de matériel ou fournisseurs d'emballage, etc. J'avais l'impression de mener une affaire qui ressemblait à une tirelire, géante, en forme de truite, et dans la gueule avide de laquelle je glissais des pièces jaunes quand son avidité était normale et une pièce blanche quand elle s'aggravait. Une pièce toutes les 10 secondes, avais-je calculé, 24 heures sur 24 et 365 jours par an. À la fin de l'année, malheureusement, on ne cassait pas les tirelires. Il y avait des rentrées, car les truites se vendaient bien, mais il n'en arrivait pas évidemment à la taille vendable. Les pertes à l'état de truitel étaient trop importantes. Chiffre d'affaires insuffisant, disait mon comptable. Et ces termes étaient repris en crescendo sur le mode mineur, comme par un chœur d'accompagnement. Chiffre d'affaires insuffisant, déconcertant, insuffisant, insuffisant, insuffisant. Dans ce chœur, il y avait des ténors,
C'étaient les banquiers et les notaires. Il y avait les sopranis et les contraltes, c'était ma belle famille. Les barytons, c'étaient mes amis. Et les basses profondes, comme dans l'air de la calomnie, c'étaient mes ennemis. Ce chœur faisait un vacarme insupportable que j'étais seul à entendre. La seule personne qui n'avait pas de raison suffisante pour mêler sa voix à celle de toute cette manécanterie, c'était un inspecteur des impôts directs chargé du contrôle des comptes de ma profession. Depuis quelques années, une fois par an, j'étais chargé par mes collègues de défendre notre position, perdue d'avance entre parenthèses, concernant l'établissement du forfait départemental des impôts pour l'année fiscale. Le jeu, c'était une sorte de jeu, consistait pour moi à essayer d'attendrir le fisc sur l'état de mon activité et sur celle de l'ensemble de mes confrères, et pour cela d'avancer des chiffres, si possible plausibles, étayés de quelques exemples difficilement contrôlables. Ceci en vue d'apitoyer le cœur de pierre des diverses personnalités réunies, lesquelles, à l'époque, paraissaient s'en soucier encore assez peu, et de toute évidence ne m'écoutaient pas. Quand j'avais terminé mon exposé, l'inspecteur prenait la parole, et, sobrement, sans effet de manche, reprenait mes chiffres, les triturait, les annulait, et en proposait d'autres. Au mieux, il les corrigeait. Alors la commission se consultait, parlait d'autre chose, revenait au sujet, et le président de séance, généralement un conseiller d'État, près de la retraite, décidait un chiffre intermédiaire que j'acceptais en soupirant et qui permettrait à l'inspecteur et à moi-même de conserver la face. Le chiffre retenu devenait la référence fiscale pour la profession pendant un an. Cet inspecteur était un adversaire coriace. Il faisait son métier dans les règles, mais je le trouvais plutôt sympathique. Je l'ai toujours vu habillé d'un costume de confection 3 pièces, de couleur gris-fer, trop large pour lui, et toujours le même depuis que je le connaissais. C'était sans doute son uniforme de cérémonie. Il manquait un bouton, le 3e bouton du bas du veston, ce qui me faisait faire sur la négligence de son épouse des réflexions péjoratives que je gardais pour moi. Il portait des lunettes de myope à gros verres épais qui glissaient le long du nez. Elles étaient retenues par des cordons noués derrière le cou, et je les trouvais ridicules. Un peu prognate et avec des incisives visibles, il avait l'air d'un rongeur. Ses cheveux, clairsemés, collés au crâne, étaient gris, et il avait des doigts jaunis par le tabac. Je parle de lui, parce que ce soir-là, soir de l'un des jours les plus longs de l'année, je me promenais dans les rues de la ville. J'avais erré sans but, précis, autre que de marcher, parce qu'il faisait beau, qu'il n'y avait pas de vent, et que la campagne sentait les foins. Je m'étais engagé sur un chemin qui quittait le faubourg et devenait un sentier. À l'entrée du chemin, il y avait un pavillon du type de ceux sur lesquels on s'attend à voir écrit « Villa de mon rêve » ou n'importe quoi d'autre dans ce style. Il était construit sur un garage et formé d'un étage et d'un grenier, entouré d'un jardin où poussaient des fuchsias. Il était séparé d'un trottoir par une haie bien taillée.
Je n'avais pas marché assez longtemps pour être fatigué, mais je m'assis, ou plutôt je m'appuyais sur un murtin pour faire une pause. Je me demandais si j'allais pouvoir continuer ma promenade, et jusqu'où. Et même, pour quelle raison continuer? Tout me semblait tellement vide de sens. Je me sentais effroyablement seul et vraiment triste. La journée avait mal commencé et j'étais mal passé. Un de mes fournisseurs avait augmenté ses prix. Il n'y avait que des factures dans mon courrier, à part quelques prospectus et un avis de pli recommandé à prendre à la poste. Je soupçonnais un créancier d'en être l'expéditeur, et j'avais préféré en remettre l'ouverture au lendemain. Oh, demain, pensais-je, j'aurai davantage de courage pour le faire. Aujourd'hui, j'y arriverai pas. En effet, ce soir-là n'était pas n'importe quel soir. C'était celui du jour de mes 40 ans. Le jour de mon anniversaire. Et rarement je n'avais ressenti une détresse aussi profonde. J'avais dîné, mal dîné, et seul, comme d'habitude, au restaurant, et je n'avais pas eu le courage de retourner au moulin, sachant bien que j'y trouverais des comptes à terminer et des écritures à faire, et que je ne pourrais pas y échapper si j'y allais. Ma grand-mère n'était plus là pour me souhaiter avec toute la tendresse dont elle était capable cet anniversaire important. Et je ressentais son absence et ce passage à une nouvelle décennie comme une épreuve nouvelle, particulièrement insupportable. Quelqu'un me toucha l'épaule. « Mais je me trompe pas, c'est bien Monsieur Derechef. C'est une surprise de vous voir, et comment allez-vous ?»« Mal, monsieur l'inspecteur. Mal, en vérité. » C'était mon inspecteur des impôts directs. Son aspect était plus négligé que de coutume. Il portait un pantalon de velours côtelé, couleur de terre. Une chemise blanche, ouverte sur une poitrine velue, et des bretelles de couleur rouge. Enfin, je les revois rouges, mais à la réflexion, cette fantaisie me paraît incongrue chez lui. Je dois faire erreur. Comment mal? Quelle idée? Que vous arrive-t-il? Comment peut-on être mal par un beau temps comme nous avons eu aujourd'hui? Je bredouillais quelque chose à propos de l'anniversaire de mes 40 ans. Il en avait bien 10 de plus, et pouvait me comprendre. 40 ans? Mais il faut fêter cela. Ce n'est pas tous les jours qu'on a 40 ans. Venez chez moi, je vous invite. Je murmurais que j'étais passé par là, par hasard, et que je m'en voudrais de le déranger. Il insista. « Mais vous ne me dérangez pas, j'ai fini de jardiner. » La maison et le jardin lui appartenaient. « Avez-vous dîné ?» Je lui répondis par l'affirmative. Il me regarda d'un air dubitatif. « Allez entrer, vous me ferez plaisir. » Tout en montant l'escalier extérieur qui conduisait à l'étage, je lui parlais de notre dernière rencontre en commission. Il m'arrêta. « Monsieur Derechef, il y a un temps pour le travail et un autre temps pour le reste. Quand le travail est fini, on n'en parle plus. » Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'avez pas l'air au mieux de votre forme. C'était autant une affirmation qu'une question. J'évitais de répondre, et il n'insista pas.
Il me fit alors entrer dans une grande pièce claire et agréable, dont les fenêtres s'ouvraient vers l'extérieur à la mode anglaise, et donnaient sur le jardin. Il en montait un parfum de chèvrefeuille. Il me fit asseoir à une table ronde, recouverte d'un tissu épais, apporta 2 verres d'une propreté douteuse, s'en aperçut et alla chercher dans un placard mural un chiffon propre pour les essuyer, puis il me pria de l'excuser de s'absenter le temps d'aller choisir une bouteille dans sa cave. C'était, disait-il, un coin du garage qu'il avait aménagé en cellier. En attendant son retour, je faisais l'inventaire de cette pièce. Ce n'était pas une cuisine. Peut-être était-ce ce que les architectes de cette époque appelaient un vivoire. Pour faire plus français que living, on a utilisé cette syllabe en oyer, pour des mots comme dortoir, qui évoquent pour moi les souvenirs de collège, et mouroir, de triste résonance. Le plafond et les murs étaient recouverts de boiseries récemment repeintes, en couleur claire. Un tapis de chanvre recouvrait entièrement le plancher et amortissait le bruit des pas. Il y avait des chaises, un canapé et 2 fauteuils Voltaire, quelques chromos encadrés sous verre garnissaient les murs. À droite, en entrant, il y avait un buffet breton à 2 corps d'époque contemporaine, à personnages sculptés. Les meubles les plus inattendus étaient un beau piano droit, laqué noir, et son tabouret circulaire, tournant à vis, recouvert de velours vert. Quelques partitions de musique étaient ouvertes sur le pupitre du piano. 2 cadres étaient posés sur des chevalets en bois sur le dessus de l'instrument. L'un d'eux représentait une enfant souriante, l'autre était retourné contre le mur. « Je ne vous savais pas musicien, » lui dis-je, quand il entra dans la pièce, une bouteille de forme champenoise à la main. Il ne répondit pas à ma question. D'une part, elle n'appelait pas nécessairement de réponse, et d'autre part, je prononçais aussitôt la formule de circonstance utilisée, souvent en Bretagne, pour remplacer un remerciement qui aurait peut-être été mal apprécié. « Oh, vous n'auriez pas dû... »« Si ça me fait plaisir, j'espère que vous aimez le champagne. » Je n'osais pas lui dire la vérité, d'autant que la bouteille qu'il apportait avait une étiquette prestigieuse. Mais je n'aime pas le champagne, et à son sujet, j'ai fait à plusieurs reprises une observation qui s'est confirmée au point que j'en ai tiré presque un axiome. Le champagne double les états premiers, ou plus simplement, si je suis joyeux, et que je commence à boire du champagne, ma gaieté va s'accroître, et si au contraire je suis triste, alors il faut prévoir les mouchoirs. J'aurais dû protester ou refuser. Je n'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai accepté. Au moment d'ouvrir la bouteille, mon hôte se dirigea vers le buffet, l'ouvrit et en sortit 2 coupes. Puis, il rentra les verres ordinaires, devenus inutiles. Le souvenir fulgurant de la coupe brisée le jour de mon mariage se présenta à ma mémoire. C'était déjà loin. Ma fille aînée avait 7 ans maintenant. L'inspecteur alla prendre dans le buffet une assiette en porcelaine fine. Il déposa des boudoirs,
décapsula la bouteille et avec précaution on fit sauter le bouchon, qu'il sut conserver à la main, tout en contrôlant la mousse, et il étouffa les gaz en se servant d'un linge. Ensuite, il nous servit. Nous bûmes plusieurs fois de suite à nos chantées respectives, puis un silence s'installa. Il le rompit. 40 ans, vous savez, c'est très jeune. Il hésita un instant et ajouta « Je me suis marié à cet âge-là. » Je regardais ses mains. Il portait une alliance à l'annulaire gauche. Celle-ci faisait corps avec une chevalière en or portant un chiffre. De ce fait, elle était peu visible, et je ne l'avais pas remarquée. Alors, où était-elle, cette femme qui oubliait de recoudre les boutons manquant à un veston de son mari? Mon regard s'arrêta sur les deux cadres. Je l'interrogeai des yeux. Il m'indiqua celui de l'enfant. « Ma fille, dit-il. » Il ne me dit pas son prénom. Je ne le lui demandai pas. Il prit alors l'autre cadre, celui qui regardait le mur, et le retourna. Je vis le visage ovale d'une belle jeune femme brune, très souriante. La petite lui ressemblait. Il me dit « C'est sa mère ». Il y eut encore un silence, puis il continua « Nous nous sommes séparés pour un temps. Elle reviendra prochainement. » Et il dit encore « Quelquefois je trouve ça long. Alors je la mets en pénitence comme ça. » Et il remit le cadre dans la position où il l'avait pris. Oui, il avait sans doute raison, mais il n'aurait jamais dû dire cela, et je n'aurais jamais non plus dû goûter à son champagne, ni rester. Quelle idée avais-je eue d'accepter son invitation? Mais il était trop tard, c'était fait. La peine me submergeait. Tout ce qu'il disait me rappelait mon propre cas. Il vit qu'il avait éveillé en moi des réminiscences d'un passé qu'il était facile pour lui d'imaginer. Peut-être aperçut-il comme une larme au coin de mes yeux, et dans ce cas, j'espère qu'il en attribua la cause au champagne. Il se leva du siège qu'il avait pris. Parut hésiter sur la direction à prendre, puis alla s'asseoir sur le tabouret du piano. Il souleva le couvercle et commença à jouer. Il s'absorba dans sa musique. Il avait un jeu plein de sensibilité et de vigueur. Son répertoire était vaste, surtout les romantiques. Beaucoup de Chopin. Il joua un scherzo, une polonaise, et commença quelques études. Il avait posé une cigarette allumée sur le bord du piano, dans le couvercle d'une boîte de conserve vide, et il en tirait des bouffées hâtives quand la partition le permettait. Quant à moi, assis à l'écart dans un fauteuil Voltaire à oreilles, heureux d'être oublié, je regardais descendre la nuit, bercé par une musique que j'appréciais, et en ravalant des larmes. Très vite, heureusement, celles-ci furent plus faciles à dissimuler. Je fus pris par le message musical du compositeur
bien traduit par le pianiste. Et je passais une soirée d'anniversaire comme j'aurais souhaité en passer une. Je fus raccompagné en voiture peu de temps après. Je crois que mon hôte préférait rester seul avec sa propre peine, qu'il n'avait pas entièrement dévoilée. Je pense qu'il me reconduisit par pur altruisme. Je n'en attendais pas tant d'un inspecteur de trésor. Mais je le remerciai sincèrement de son accueil, si chaleureux. Et je lui dis en le quittant que je ne pourrais plus me considérer comme son adversaire. Il me répondit en souriant: « Je suis toujours votre adversaire, monsieur de Rochefort, mais pas votre ennemi. » Et il me rassura sur ce point d'un geste large de la main.